Lieutenant-colonel X avec Jacques Léger, mission et méthode technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information, révélation d'un cadre des services secrets. Sommaire, avant-propos, rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle, ressources humaines, organisation, hiérarchie des services secrets et de leur réseau, de la source inconsciente au cadre des services secrets, la vie de l'employé des services, la vie de l'agent clandestin, profil de recrue, l'avocat, le psychiatre, pilier des services secrets modernes, méthode de surveillance, méthode de recrutement et formation, le contrôle des sources et des correspondants et leur manipulation des individus, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, influence, la manipulation des groupes d'individus, influence et contre-influence, de l'usage et de la surveillance de la culture, de l'usage de la surveillance des médias de masse, de l'usage et de la surveillance de l'Internet. Conclusion. Service secret, monde sans loi. Cette fois, je vais vous lire du contre-espionnage à l'intelligence domestique. En dépit de ce que suggère le titre de ce chapitre, il serait difficile de déterminer avec exactitude si historiquement l'action de contre-espionnage procéda effectivement celle de l'intelligence domestique, ou si ce ne fut pas l'inverse, car les deux sont si étroitement liés que d'un point de vue général, elles sont une même chose. La seconde est une large extension de la première. Pour mémoire, à l'intention des spécialistes du renseignement et en général à celle de tous les autres, le contre-espionnage consiste à repérer et identifier les agents secrets étrangers et tous les individus nationaux agissant ponctuellement et régulièrement, consciemment ou inconsciemment, de quelque sorte que ce soit, contre les intérêts nationaux du pays, lesquels peuvent être indifféremment économiques, privés ou publics, scientifiques, techniques, industriels, sociaux, culturels, politiques et stratégiques. Cette définition, ainsi courte dans sa forme que large dans sa proposition, a été ainsi rédigée par l'auteur pour être applicable à n'importe quel pays de ce XXIe siècle, ou à peu près. Quelques petites précisions sont donc nécessaires, en particulier concernant la nature d'une action contre les intérêts nationaux d'un pays, l'action clandestine et hostile d'un agent secret étranger, d'un réseau d'agents secrets étrangers ou d'un service secret étranger dans sa globalité consiste ordinairement et ponctuellement ou de manière intensive selon le pays cible en une action passive qui peut être la surveillance de la politique extérieure, activités diplomatiques, des événements politiques, des personnalités politiques en place et montantes, collecter autant d'informations possibles sur ces personnes, la surveillance de la politique extérieure, gouvernement et partis, des événements politiques, des personnalités politiques en place et montantes et collecter autant d'informations possibles sur ces personnes, la surveillance de la dissidence politique et des minorités ethniques et culturelles et religieuses, du terrorisme,
la surveillance des activités des services secrets et des différents organes et secrets et services en charge des activités policières et de surveillance rattachées ou non, publiques ou privées, la surveillance des affaires militaires, la surveillance des activités de recherche scientifique et technologique, la surveillance des activités économiques et publiques, financières, bancaires des principales entreprises, la surveillance des activités des principaux acteurs non gouvernementaux ou parapublics, ONG, centres de recherche et d'études, la surveillance des importations, exportations, consommation d'énergie nucléaire, la surveillance des médias, de la culture et de leur évolution, la surveillance des facteurs et indices socio-économiques, natalité, mortalité, PNB, PIB et par habitant, chômage, évolution sociale et culturelle diverses, consommation de stupéfiants et d'alcool et de médicaments et criminalité, etc. La surveillance des télécommunications, radiocommunications et signaux radioélectriques divers, la surveillance des activités maritimes et aériennes et spatiales, ou une action active qui peut être le recrutement d'agents, l'influence et la propagande de nature politique, l'influence et la propagande de nature sociale, l'influence et la propagande de nature économique et financière, l'influence et la propagande de nature technologique, l'influence et la propagande de nature culturelle, l'influence et la propagande de nature militaire, l'influence et la propagande en direction des services secrets et des différents organes et services en charge des activités policières et de surveillance rattachées ou non, publiques ou privées, des informations, démoralisation, dissémination de rumeurs, le sabotage, l'aide aux mouvements de dissidence politiques, religieuses, sociaux, radicaux et au terrorisme domestique. Je répète, l'influence et la propagande en direction des services secrets et des différents organes et services en charge des activités policières et de surveillance rattachées ou non, publiques ou privées, entre parenthèses, désinformation, démoralisation, dissémination de rumeurs. La liste ci-dessus montre bien l'immense diversité des actions et missions dont peut être chargé un agent secret étranger et du même coup l'ampleur rhétorique de la mission d'un service de contre-espionnage qui le nomme menace, indépendamment de leur nature théorique, car bien sûr le plus puissant des services de contre-espionnage ne pourrait jamais s'en affranchir. C'est pourquoi, dans une très large mesure, un service de contre-espionnage intervient en amont de la menace, en pratiquant l'intelligence domestique. La plupart des services secrets, des services de contre-espionnage modernes, une mission d'action préventive qu'ils revendiquent officiellement, mais celle-ci consiste largement dans beaucoup de pays en une formation théorique dispensée auprès des services publics et des entreprises privées et sensibles, aéronautique, électronique, informatique, etc., et des universités où l'on forme des ingénieurs et des scientifiques. Ces dernières missions formation sont toujours autant d'occasions pour les services de contre-espionnage d'étoffer leur réseau de contacts, lesquels pourront les avertir s'ils constatent un événement
ou un comportement anormal. C'est à partir de cette dernière limite de champ d'action d'un service de contre-espionnage que l'intelligence domestique prend le relais de la surveillance intérieure d'un pays. Au contraire de ce qu'il en est pour le contre-espionnage, l'intelligence domestique intervient très en amont de la menace, car cette mission consiste en la surveillance de tout ce que pourrait ultérieurement constituer une menace ou pas, ou favoriser l'apparition d'une menace naturelle ou entretenue par un pays hostile qui aurait également fait cette découverte en ferait une opportunité. Les mots indiquent en italique dans cette dernière phrase le sont pour insister sur le fait que l'intelligence domestique, même lorsqu'elle celle-ci est appelée espionnage domestique, c'est la même chose, mais avec un nom plus explicite, et un travail de service secret effectué en direction d'une population qui n'a rien fait de répréhensible, ni même ne s'apprête à le faire consciemment. C'est bien pour cette dernière raison qu'aucun service secret du monde ni aucun gouvernement ne souhaite s'étendre sur le sujet de l'intelligence domestique. Chaque fois que l'un d'eux a tenté de donner un caractère officiel à son appareil d'intelligence domestique, la réaction de l'opinion publique fut toujours prompte et vigoureuse. En Union soviétique, le KGB était également chargé d'une large mission d'intelligence domestique dont l'existence officielle fit les choux gras de la propagande orchestrée par ses ennemis. Aux États-Unis, l'action d'intelligence domestique du FBI officialisée durant la période de la guerre froide fut les mêmes choux gras de ses ennemis. Réciproquement, en France, l'action d'intelligence domestique officielle des renseignements généraux RG et du service d'action civique, le SAC, plus ou moins officiellement reconnu, mais bien connu de toute la population, que ne se laissera pas tromper, donna les mêmes résultats. Aujourd'hui, le FBI ne reconnaît plus faire d'intelligence domestique et se limite au contre-espionnage. Outre ces autres missions de police de droit commun, le KGB, les RG, le SAC n'existent plus. Les missions d'intelligence domestique de ces pays, plus importantes et plus nécessaires que jamais en ce nouveau siècle marqué par les apparitions de nouvelles menaces telles que la guerre économique, la guerre de l'information et de la culture et le terrorisme, s'est replié dans la clandestinité et plus complète. Les services de renseignement extérieur s'en chargent couramment, mais officieusement, dans la plupart des pays. Dans les pays qui sont particulièrement fragilisés socialement par les évolutions et mutations économiques, où le chômage est grandissant et les scandales financiers et politiques de plus en plus fréquents et spectaculaires, le seul évocation de l'existence d'une intelligence domestique pourrait précipiter des graves émeutes, voire une guerre civile de même type que celle qui touche depuis peu les pays d'Afrique du Nord et quelques-uns de la péninsule arabique. L'intelligence domestique est aujourd'hui indispensable aux stabilités et sécurité intérieure de tous les pays du monde. Aucun professeur de sciences politiques honnête ne pourrait le nier, mais aucun État ne veut admettre son existence chez lui. Plus encore, le mot intelligence domestique
ne figure pas dans les dictionnaires, sauf dans les pays où l'on parle anglais, ou domestic intelligence, est admis et même expliqué. On peut expliquer partiellement cette absence par le fait que le terme est anglais-américain à l'origine, domestic intelligence, qui signifie à peu près en français quelque chose comme espionnage ou surveillance intérieure dans le pays. Ailleurs, on admet l'existence d'une sécurité intérieure, d'un renseignement intérieur, mais on reste très concis sur les missions qu'englobent ces termes. La lutte contre le terrorisme est devenue le nouveau alibi de la sécurité intérieure. Quelques personnels du service de police, de gendarmerie, laissent parfois échapper les mots renseignement de proximité, ce qui désigne bien la partie localisée régionale de la collecte d'informations sur la population dans le contexte d'une mission générale d'intelligence domestique. Dans une large mesure, c'est le développement rapide de l'information qui a provoqué une mutation de l'intelligence domestique, car, ironiquement, c'est le surveiller lui-même, la population, qui a à la fois modernisé, simplifié et considérablement amélioré le travail d'intelligence domestique en s'équipant d'ordinateurs connectés à Internet, en livrant beaucoup d'informations sur lui-même, en s'adonnant à la pratique du SMS sur smartphone, en généralisant l'usage de la carte de crédit pour tous ces achats. Cette technologie, en association avec les bases de données confidentielles d'État et privées, de banque et d'assurance, permet désormais de presque tout savoir sur chaque citoyen d'un pays en temps réel. Fait remarquable, tout le monde sait cela, puisque les médias rapportent régulièrement que différentes agences gouvernementales, la police en premier lieu, ont ordinairement accès à toutes ces informations privées. Ce qui demeure caché n'est finalement pas grand-chose pour ce qui concerne cet aspect passif de l'intelligence domestique, juste l'usage qu'on a fait dans le cadre de son aspect actif. L'aspect actif de la mission d'intelligence domestique consiste principalement en des actions d'influence, propagande blanche de l'opinion publique, devant préparer celle-ci aux orientations décidées par le pouvoir politique. C'est ce que l'on appelle l'action de sensibilisation, un mot dont le sens a même été avoué et popularisé. Le reste consiste en des actions de contre-influence et de propagande noire devant contrer, en prévenir des réactions négatives naturelles de la population ou de quelques minorités, ainsi que les influences en provenance de l'étranger, que celles-ci soient orchestrées par des services secrets étrangers et hostiles ou purement domestiques, révèle du simple effet du mimétisme. Cet aspect de l'influence et de la contre-influence seront largement expliqués dans les chapitres suivants. Durant la guerre froide en particulier et dans tous les pays, les missions d'intelligence domestique étaient confiées à des spécialistes rattachés au service du contre-espionnage. C'est plus encore le cas aujourd'hui, qu'à cette période passée puisque, ainsi que nous l'avons vu, l'intelligence domestique consiste très souvent en la prévention d'actions d'influence en provenance de l'étranger. Pour comprendre pourquoi, attardons-nous un instant quelques changements et évolutions majeures de l'espionnage depuis 1945. Tout d'abord, le pouvoir destructeur des armes de guerre conventionnelles a considérablement
considérable, considérable grandit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme corollaire de ce fait, on a vu apparaître la notion de dissuasion qui ne concerne pas exclusivement les armes nucléaires. Les grandes puissances militaires et économiques ont toutes bien compris qu'elles ne tireraient que de bien maigres gains au regard de leurs pertes si elles venaient à s'affronter à l'aide d'armes nucléaires, militaires et conventionnelles. La guerre étant le corollaire de toute civilisation, soit au motif de sa défense contre un ennemi, soit celui d'attaquer pour se procurer des ressources, ou plus simplement à celui de la peur d'être attaqué. Le gouvernement des grandes puissances durent trouver d'autres moyens de se défendre et de s'attaquer et d'attaquer. Ce souci donna lieu à l'utilisation prioritaire de deux armes qui n'étaient pas nouvelles, mais dont tout le potentiel durant cette période était encore bien loin d'avoir été exploité: l'économie et la propagande. L'économie, faite arme, peut permettre d'affaiblir considérablement un pays, voire de le détruire économiquement et socialement. La propagande permet de nuire au moral de la population d'un pays, puis de le faire se retourner contre son gouvernement. Cependant, ces derniers objectifs sont difficiles à atteindre si le pays ainsi attaqué met en place des moyens de défense adaptés. Ces derniers sont englobés dans l'action d'intelligence domestique, moyens préventifs ou de défense passive, et dans celle du contre-espionnage, moyen actif ou de défense active dans une large mesure. Les décisions politiques, diplomatiques et économiques forment la partie constante et visible de la défense contre ces nouvelles armes non létales. Deux grands acteurs de la politique et de l'économie mondiale ont lancé et fait se développer cette nouvelle manière de se faire la guerre. Pour ce qui concerne l'influence en particulier, les États-Unis ont consacré d'importantes dépenses à la propagande par le moyen de radio avec le lancement de Radio Free Europe à partir de 1949, et aussi par les moyens plus sophistiqués parce que beaucoup moins aisés à identifier et à contrer, du cinéma, de la musique, de la littérature, influencés par l'utilisation de la culture, influence culturelle. Il faut ajouter à cette énumération sommaire la création des partis politiques, de mouvements de dissidence et de syndicats, ou le soutien médiatique et financier de ceux déjà existants et dont l'action sert les objectifs du moment, mais le véritable lancement orchestré d'une action consistante de propagande débutera vers 1965. Cette année-là, l'action de propagande en direction de pays étrangers fut baptisée Public Diplomacy. Parmi les missions réussies de la propagande américaine orchestrée par le département d'État et la CIA, on trouve le lancement de l'écrivain dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, la promotion des gros jazzman américains après de l'élite intellectuelle de l'Union soviétique, et d'une manière générale la promotion de l'idée de liberté individuelle, de l'art de vivre et de la culture américaine, devant s'exposer au concept russe de collectivisme.
et du partage explicitement ou implicitement imposé. L'Union soviétique n'a réellement commencé à faire de la propagande d'une arme puissante et sophistiquée et à lui accorder d'importantes dépenses qu'avec l'arrivée à la tête du KGB de Vladimir Semetschatsny en 1961, département socialement dédié aux activités de propagande noire fut créé au sein du KGB, appelé département D, où on donna à ces actions de propagande en interne le nom abstrait de mesures actives, et parmi ces mesures actives une importance toute particulière fut accordée à la création de mouvements de jeunes pacifistes et antimilitaristes en Occident, avec pour tactique de faire s'élever l'opinion publique des pays de bloc de l'Ouest contre ses propres gouvernements et de forcer ceux-ci à réduire leurs dépenses militaires, celles accordées au nucléaire en particulier. En cas de réussite, l'Ouest se trouverait alors désavantagé militairement face aux armes du pacte de Varsovie et un chantage pourrait ultimement prendre place. Ce fut le département D qui planta dans un journal indien en 1983 la rumeur disant que le virus du sida avait été délibérément créé par un laboratoire biologique militaire américain, et d'autres médias reprirent aussitôt cette information pour faire caisse de résonance. Grâce au succès considérable des émeutes et révolutions de 1968 et de leurs leaders d'opinion, le département D se vit accorder des moyens considérables sur ordre du comité central du Parti communiste soviétique en 1984. Les effectifs affectés aux tâches de mesures actives étaient évolués en entre 10 000 et 15 000 personnes. Comme conséquence de cette évolution de la guerre, le budget militaire diminuait progressivement tandis que ceux des services secrets grandissent dans de telles proportions à peu près similaires. Plus précisément, ce sont les missions d'intelligence domestique, de propagande et de contre-espionnage qui furent les premiers bénéficiaires de cette augmentation de crédit. Vint un moment où les missions d'influence et de propagande noire à l'étranger prirent autant d'importance que celles d'espionnage au sens strict de ce dernier terme. Les moyens de l'espionnage militaire déclinèrent considérablement par rapport à ce qu'il avait été durant la guerre froide, puisqu'à peu près tous les grands pays accordèrent de moins en moins d'importance à la guerre dite conventionnelle. On cessa d'entretenir et de renouveler les missiles balistiques à longue portée et les sous-marins d'attaque les plus sophistiqués furent reconvertis en sous-marins d'espionnage, en les équipant notamment des multiples antennes permettant d'espionner les signaux radioélectriques SIGINT à proximité des côtes depuis les eaux internationales. Les services de contre-espionnage prirent largement la direction de l'intelligence domestique, et une de leurs priorités fut, à partir de la première moitié des années 1970, une surveillance accrue des élites politiques et culturelles, et aussi des médias et de leurs journalistes, et aussi ils chassèrent un peu moins les espions tels que l'opinion publique les imagine encore aujourd'hui, pour consacrer de plus de temps aux agents d'influence et à l'espionnage industriel et économique.
car rappelons-le, le nouveau champ de bataille se situe aussi très largement sur le terrain de l'économie générale par l'innovation et la production industrielle à destination des marchés civils. Une technologie voilée peut être reproduite, peut servir à créer des emplois et donc générer de l'économie. À l'inverse, la même technologie que l'on n'est pas prévu à voler produira des importations, lesquelles se traduiront par de l'économie qui disparaît du pays pour aller à l'étranger. Les pays riches encouragent l'innovation technologique et scientifique, donc ils doivent renforcer leurs services de contre-espionnage. Et les pays moins riches encouragent le vol de technologies et de résultats de recherche scientifique. Et donc ils doivent renforcer leurs services d'espionnage. Il ne s'agit pas là d'un simple principe, mais de décisions politiques secrètes qui évoluent parfois vers de véritables doctrines et modes de pensée politique durables, presque comme une tradition ou un devoir. Mais culturellement, c'est certain, les voyageurs anglais rapportent ce qu'ils ont vu et entendu. Les Japonais photographient tout ce qu'ils peuvent. Les Français tentent de corrompre par tous les moyens. Je répète, les Français tentent de corrompre par tous les moyens. Les Américains tentent de séduire par tous les moyens. Les Russes tentent de conquérir par tous les moyens. Les Américains tentent de séduire par tous les moyens. Je suis pas trop d'accord. Séduire, oui, et conquérir aussi. Bref, ça c'est entre parenthèses. Ça c'est mes dires. Bref, je continue. Les Israéliens tentent de se protéger par tous les moyens. Je suis pas d'accord. Bref, en raison du fait que les espions ne s'intéressent plus exclusivement au domaine politique et militaire, les missions de tous les services de contre-espionnage s'est considérablement diversifié et compliqué. Du même coup, les cadres, les officiers, les employés des services de contre-espionnage ne suffisent plus. Un pays riche moyen devrait en recruter et en salarier des dizaines de milliers. Et la plupart de ceux qui se trouvent bien souvent désœuvrés, car ne sachant pas exactement comment orienter leurs recherches et investigations, et quand bien même un pays décide de faire les choses ainsi, il se trouverait bien vite confronté au même problème de l'opprobre de l'opinion politique qui a touché le KGB, le FBI et les renseignements généraux, les RG, il y a quelques années. C'est pourquoi les services de contre-espionnage de nombreux pays ont décidé de faire se développer, voire de créer des véritables réseaux informels nationaux d'informateurs et de collaborateurs ponctuels ou réguliers. Pour ce qui concerne les réseaux déjà existants, il a suffi de s'y faire quelques contacts réguliers et de véritablement les noyauter pour contrôler leur activité régulière au cas par cas. Dans les pays où ceci est arrivé, ces réseaux informels sont désormais aussi nombreux que variés. Avant d'en présenter quelques-uns à titre d'exemple, il faut faire une mention particulière pour les services secrets et autres confréries et sororités qui dans certains de ces pays étaient déjà traditionnellement, pourrait-on dire, de véritables réseaux clandestins d'espionnage domestique
à la fois très actif et très influent au XXe siècle, au XXe ou XVIIIe siècle, bref. Le roi de Prusse, Frédéric II, avait déjà entrepris de créer une société secrète de type maçonnique pour en faire un organe secret de surveillance de son pays et de quelques pays, dont l'Angleterre et la France pour les cas les plus connus. Les cadres des services secrets sont fréquemment des membres de ce type de société secrète, ce qui permet un prolongement discret et très efficace de l'activité de contre-espionnage et de renseignement domestique parmi la population, surtout parmi les élites régionales distantes. Les autres réseaux informels ou les contacts des services chargés du contre-espionnage et de l'intelligence domestique, excepté les services de police, gendarmerie, douane, sont couramment et dans beaucoup de pays les partis politiques, les grandes écoles, les universités, les services postaux, les agences de recrutement et de placement public et privé, les syndicats et fédérations, les avocats et le milieu du droit général, le bureau et services chargés de succession, héritage, les milieux bancaires, les compagnies de téléphone et fournisseurs d'accès à Internet, le milieu de la presse, le milieu religieux, le milieu des arts et de la culture, le milieu des aides sociales, associatives ou non, des professeurs médicaux en rapport avec la santé mentale, ça veut dire les psychiatres, tout ça, les milieux de l'immobilier, les sociétés de gardiennage et de sécurité, leur personnel, les pompiers, ambulanciers, spécialistes de la médecine, d'urgence mobile, les dirigeants d'entreprises, les militaires, les policiers actifs et en retraite en particulier lorsque ceux-ci occupent des activités dans le civil. Cette liste n'est pas exhaustive, elle peut être plus longue et plus courte selon les pays considérés. Les services de police, les gendarmeries et des douanes apportent à eux seuls un nombre considérable de contacts et autres informateurs ponctuels et informels. Dans les pays où les services secrets entretiennent un rapport de grande proximité avec l'armée, les services de police rattachés à cette dernière sont fréquemment des collecteurs réguliers d'intelligence domestique locaux, renseignements de proximité.